Jeudi 20 octobre 2022, quel plaisir de vous retrouver ce midi et surtout de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour suivre cette émission que oui, vous avez désormais adoptée. Le menu du jour, vous allez l'aimer, j'en suis sûre, comme tous les jeudis. Nous sommes avec les entrepreneurs. Nous parlons aujourd'hui de produits cosmétiques. Coaching numérique sera aussi de la partie, sans oublier notre débat du jour qui s'intéresse à ces jeunes élèves ou étudiants qui font de petits jobs pour joindre les deux bouts. Job et études, comment y arriver, comment concilier les deux. Nous allons en parler. Bonjour et bienvenue. La team est en place. Jennifer, bonjour. Boris, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Pourquoi votre réponse est 6? Il y a un problème? Ah bon? Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. D'accord. Oh ma chérie, tu sais que j'aime pas. Quand on me dit ça en même temps, je me sens reine. Je sais que je suis reine, mais bon, ça c'était une parenthèse. Notre entrepreneur de la semaine est aussi sur ce plateau, Justine Bodossou. Bonjour. Bonjour madame. Justine, comment vous allez? Je vais très bien madame. D'accord. Alors vous êtes titulaire d'une licence en génie des procédés de production agroalimentaire, pharmaceutique et chimique. Aujourd'hui, vous êtes promotrice d'une marque de produits cosmétiques, mais surtout, vous valorisez les produits cosmétiques naturels. C'est bien ça. Justine, pourquoi le choix de l'entrepreneuriat? Parce que je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Tout a commencé quand j'ai décidé d'arrêter les défrisages et de porter mes cheveux au naturel. Au début, c'était une véritable corvée pour peigner mes cheveux. Alors j'ai commencé par fabriquer mes propres produits capillaires à base d'ingrédients naturels et j'étais satisfaite des résultats. Et j'ai dans le même temps pu traiter la calvitie naissante de mon père, ce qui a émerveillé mon entourage. C'est ainsi que j'ai décidé de partager ces bienfaits à toute la population du monde afin de traiter leurs problèmes de cheveux et de s'aimer au naturel. D'accord. Jennifer, toi, tu as des cheveux crépus ou... J'ai des cheveux crépus et justement, ça a été difficile parce que j'ai longtemps défrisé. Maintenant, j'essaie d'avancer tout doucement vers tout ce qui est nappy. En tout cas, j'espère que Madame Justine aura beaucoup de choses à nous prodiguer pour... le traitement des cheveux parce que c'est difficile. Je ne sais pas si Rebecca, tu as des cheveux durs aussi. Moi, c'est moi, je pose les questions ici. Donc, pourvu que ça nous facilite la tâche. Ok. Donc, vous évoluez, je le disais, dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques naturels. Vous avez commencé par l'expliquer. C'est parti d'un constat, bien sûr, parce que à un moment donné, vous avez décidé de vous regarder dans le miroir et de vous accepter tout naturellement. C'est bien ça, oui, Justine. Bien. Alors, comment se déroule généralement le monde de l'entrepreneuriat? Quand vous êtes entrée dedans, comment est-ce que ça se passe? Racontez-nous un peu, on est curieux. Bon, au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a la famille qui dit « mais tu as une licence, il faut chercher du travail ». Donc, ça a été un peu difficile. Les parents voulaient que je continue les études, mes professeurs aussi voulaient que je continue les études. Donc ça a été un problème et j'ai dû les convaincre. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce que quand vous envoyez votre enfant à l'école, bon, en tout cas, sous nos cieux, on s'attend à ce que l'enfant termine, trouve un job, soit fonctionnaire d'État ou bien travaille dans une entreprise privée. Boris. Oui, c'est vrai que c'est le cas, mais on ne connaît pas le destin de chacun. Il ne faudrait pas forcément dire à l'enfant, va à l'école. S'il finit, puis il ne devient rien. C'est une question aussi, il faut se poser. Très tôt, les gens ont commencé. Les grands hommes qui ont réussi n'ont pas été à l'école. Allez fouiller un peu, vous allez voir que beaucoup de grands hommes ont laissé rapidement l'école. Mais voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas dire que quand les parents mettent des moyens, qu'il faut écouter le cursus scolaire, c'est pas bon, il faut continuer. Mais si le destin dit autrement, on ne peut pas décider aussi. Il faut dire aussi qu'il y a la formation continue. Oui. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus forcément
on peut leur permettre de faire des formations, de leur choix, de choisir autre chose, parce que la formation académique, comme nous on l'a connue, c'est pas forcément non plus le premier choix. C'est vrai, parce que quand aussi on se rappelle, c'était un cours en classe. On se demande, mais aujourd'hui, ça me sert forcément à quoi? On vous enseigne la Chine. Je me dis, bon, mon papa n'est pas chinois, il faut qu'on puisse apprendre la Chine. Deuxième guerre mondiale et tout ça. Mais finalement, on n'est pas parentés. On n'est pas parentés. Alors, Justine, on encourage donc tous ceux qui prennent part ici et qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vous êtes très jeune, n'est-ce pas? Oui. Et depuis que vous êtes dedans, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat finalement? Ça fait environ 2 ans. 2 ans, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que les parents ont compris votre choix? Ils ont compris, ils me soutiennent. Comment est-ce que ça se passe? À quel moment ils ont commencé par comprendre? Lorsque les commandes ont augmenté, et puis j'ai eu plus de commandes. Ils ont vu que c'était ma passion et puis ils m'ont soutenue. Mais est-ce qu'en même temps, le fait que vous soyez dans l'entrepreneuriat, mais surtout vers les produits capillaires, pour en quelque sorte lancer un message, gardons nos cheveux naturels, est-ce que dans votre famille, le message est bien reçu? Oui, c'est bien reçu. Mes cousines, mes tantes, elles ont adopté mes produits et puis elles sont satisfaites. D'accord. Alors, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans, ce qui veut dire que vous avez eu, et vous avez dit, vos parents ont commencé par croire en vous quand les commandes ont augmenté, donc les commandes de vos clients. Comment est-ce que vous atteignez justement cette clientèle-là? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez le digital, le numérique? Comment vous faites pour atteindre votre cible? Ok, j'ai d'abord commencé par vendre à mes amis autour de moi. D'accord. Donc, il y a eu ensuite le bouche à oreille. Donc, mes amis, ils ont recommandé mes produits autour d'eux. Aussi, j'utilise Facebook, j'utilise les réseaux sociaux pour cibler ma clientèle également. Vous avez une page professionnelle, c'est ça? Oui. Et comment est-ce que ça se passe? Souvent, vous mettez vos produits et vous invitez les gens à venir visiter, c'est ça? Comment vous faites? Oui, je fais des publications régulièrement. Et je partage aussi dans les groupes. Je partage dans les groupes. Et j'ai mon numéro sur la page Facebook. Les gens me contactent directement sur WhatsApp également. D'accord. Et ceux qui vous contactent, Boris, généralement, on soutient les entrepreneurs par ici, hein, ou bien pour aller dans ce cadre justement, associer le digital, le numérique à leur business pour y arriver. Mais il y a un aspect que j'ai jamais voulu relever, ou ça m'a toujours échappé. Aujourd'hui, je vous pose la question. Ces personnes, d'ailleurs on en a parlé, on a même fait un débat là-dessus. Ces personnes, par exemple, je suis sûre qu'elle en a répertorié. Des personnes vous contactent certainement et vous pensez que ces personnes vont acheter, mais finalement n'achètent pas. Est-ce que ce n'est pas déjà arrivé? Si, c'est arrivé. Boris. Oui, parce que forcément, l'intérêt. Chacun a un centre d'intérêt. Est-ce que quand ils ont vérifié, parce que sur Internet, il y a forcément des hackers en propos des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs, des produits contrefaits, certainement qu'ils n'ont pas forcément eu ce qu'ils voudraient. Donc carrément, il y a des gens qui sont là pour s'amuser seulement pour les réseaux sociaux. C'est pas faux. C'est pas faux, il y en a trop. Maintenant, pour confirmer qu'ils sont des personnes déplaisantes, allez vérifier leurs publications passées. Ok. Vous allez voir que ce sont les gens qui publient des photos où ils sont en train de manger, ils sont en train de s'amuser. Ils ne sont pas constants dans leur sérieux. Là, il faut comprendre par là qu'ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut forcément identifier vos clients sur les réseaux sociaux par âge pour connaître leurs besoins, parce que surtout chez vous, c'est beaucoup plus les femmes et c'est mieux. C'est pas beaucoup plus les femmes, mais il y a aussi les hommes. Bon, les hommes, moi j'ai beaucoup aimé ses cheveux déjà. Ça montre maintenant qu'elle fait un travail de fond. Rebecca, si tu le permets, j'ai un petit coup de gueule que je vais poser la question à notre invité. Et Boris aussi peut répondre. Pourquoi parfois les entrepreneurs, lorsque vous publiez les produits, vous ne mettez jamais le prix? À chaque fois qu'on insiste, vous dites inbox. Ou bien contactez tel numéro. Absolument, Rebecca, on va peut-être vous dire 1000 francs. C'est le moment où elle va nous répondre. Je ne comprends pas. Donc, merci de nous éclairer. Ou bien chez vous, c'est différent? Vous mettez les prix? Vous dites certainement inbox. Je donne mon lien WhatsApp. Ça permet aussi d'avoir le contact de la personne, du client. D'accord.
En même temps, moi, je me dis c'est une stratégie. Hein. Boris va nous dire. C'est important. C'est une stratégie. Surtout, quand vous créez le produit, on ne met pas le prix. Ah, bon. Quand vous créez le produit, on ne met pas le prix. Mais quand c'est un produit importé, on met le prix parce que c'est déjà connu. Okay. Mais quand vous créez, ils vont maintenant vous acheter le produit sans votre prix. Ils vont mettre le prix, ils vont spéculer sur la vente et commencer par vendre à votre place. Vous faites une grande commande, prendre votre produit que vous avez fabriqué à la suite de votre front, mettre leur étiquette, mettre leur prix et commencer pas à vendre. Parce que c'est vous qui avez créé le produit. Mais un produit, une tablette pareille, maintenant là, on connaît son prix. Oui, mais donc on n'est pas obligé de dire venez en inbox, on met le prix. Effectivement, tout ce qui est appareil électroménager, appareil électronique, tout ça, tu as toujours le prix affiché, portable et tout ça, tu as toujours le prix. Mais quand il s'agit des produits locaux, surtout, tu verras, on va dire inbox. Mais les gens insistent, mais finalement vous venez sur les réseaux sociaux, pourquoi? Même les nourritures, le prix est connu. Oui, le prix est connu, c'est vrai. Tu veux écrire? Tu vas dire la tasse. On ne connaît pas les denrées qui vont entrer, on ne connaît pas les nutriments. Donc, c'est ça. En tout cas, chez moi, c'est une stratégie pour avoir les contacts. Parce que des gens peuvent voir le prix, par exemple, ne pas vous contacter. Donc, du coup, c'est une stratégie pour vous. Quand ces personnes vous contactent, vous enregistrez leur numéro pour que la prochaine fois, au lieu que ces personnes aillent directement visiter la page, plutôt, c'est une bonne stratégie aussi, non, Boris? Bon, elle a fait ça à dessein. Parce que normalement, c'est de ne pas, quand c'est produit soi-même, on ne met pas le prix. D'accord. Soi-même, une pommade, non, on ne met pas le prix. C'est D'accord. vous-même qui l'avez fabriqué. D'accord. Alors, Justine, vous avez commencé depuis 2 ans. Les difficultés n'en manquent pas, surtout quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vos débuts, comment ça se passait? Quel était... vous avez eu quoi comme difficulté? Vous avez rencontré quel type de difficulté, surtout au début? Au début, la plus évidente, c'est les difficultés financières. Donc, j'ai fait de petits jobs, ce qui m'a permis de développer plus mon business. Il y a aussi la disponibilité des emballages. Donc, nous sommes obligés de faire avec ce que nous avons comme emballage. D'accord. Aussi, il y a aussi l'équilibre famille-travail. Donc, il y a tellement de choses à faire que les sorties, les amis, on fait un sacrifice. D'accord. Quand vous parlez de l'équilibre famille-travail, vous êtes mariée, vous avez des enfants, c'est ça? Non, pas encore. D'accord. Vous parlez plutôt du temps que vous accordiez entre-temps justement à votre famille et qu'avec le business, vous n'y arrivez plus. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos acquis? Vous êtes fiers de quoi? Quand vous regardez ces 2 années, vous faites un bilan, vous êtes fiers de quoi? Je suis fière de l'impact que j'ai créé, de toutes ces femmes-là dont je participe à leur autonomisation en achetant des matières premières auprès d'elles. Aussi, je suis fière de valoriser les cheveux naturels. Je suis fière de l'Afrique. D'accord. Alors, vous avez parlé justement de ces femmes-là, vous êtes fiers de les voir porter leurs cheveux naturels et tout ça, mais est-ce que vos produits garantissent aussi à ces femmes-là qu'il n'y aura aucun souci sur le plan sanitaire? Oui. Nous n'utilisons rien que des matières premières naturelles, telles que le moringa, le gingembre, le coco, le beurre de karité. Et j'ai une expertise en la matière, donc... D'accord. Donc, vous avez vérifié tout ça et vous êtes tranquille, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, non. Je suis plutôt fière de moi. J'aurais eu plutôt des regrets si j'avais commencé plus tard. Là, je suis contente d'avoir vite commencé, de m'être lancée tôt dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, mélanger, Boris, Jennifer, mélanger des produits chimiques, parce que généralement, j'en profite pour en parler. Ce qu'on remarque, c'est que des gens, même quand ils étaient en classe, au cours secondaire et tout ça, universitaire, n'avaient pas de bonnes notes en chimie, mais qui se retrouvent des années plus tard être des créateurs, voilà, des mélangeurs, on va dire, de produits chimiques pour avoir des produits cosmétiques ou avoir des produits capillaires. Est-ce que ces mélanges, généralement, déjà pour leur propre santé,
ça ne pose pas un problème? Je pense que Jennifer a une première réponse, parce qu'elle est femme, parce qu'elle utilise certainement ses produits. Et moi, je me dis, pour les produits, tout à l'heure, quand elle parlait, elle a cité, et à un endroit, elle a dit expertise. C'est l'expertise qui fait qu'elle ne met pas déjà le prix sur les Elle va me dire tout. Et c'est normal. Maintenant, par rapport à ces produits, il faut faire un peu attention. C'est vrai que même les matières premières contiennent aussi des substances qu'on ne maîtrise pas certainement. Maintenant, ce que je veux dire, si elle pense qu'avec le temps fait, l'expérience faite aussi sur le terrain, ça a des résultats probants. Et après témoignage, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais quand vous remarquez que sur une personne, il y a déjà un problème, ça peut baisser votre chiffre d'affaires parce qu'on va faire un contre-témoignage qui va basculer totalement votre affaire. Donc, essayez aussi de comprendre un peu chez les clients ce qui ne passe pas bien. Voilà. D'accord. Jennifer, très rapidement. Oui, moi, pour ma petite expérience, toutes les fois où j'ai eu recours à des produits où on m'a dit ça marche, ça marche. Ça finit pas... Voilà, après ça crée autre chose forcément. Donc pour la seule fois où j'ai essayé, je ne veux plus m'aventurer pour être déçue. Mais l'autre chose, par exemple, vous voyez, madame a de beaux cheveux. Moi, j'ai... Ça veut dire qu'elle a testé sur elle-même. Et on voit, j'ai aimé, elle a laissé ses cheveux pour montrer que c'est le résultat. Non. Jennifer. Jennifer. Non, merci. Je préfère... Bon, Justine, merci beaucoup. Mais vous restez avec nous. Vous allez rester avec nous pour suivre un cours gratuit. On installe coaching numérique. Boris, ce midi, nous parlons de la visibilité sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle pour Justine, elle va en apprendre certainement. Certainement, parce que déjà, elle aussi recherche la visibilité. Son produit n'a qu'à être bien connu. Je vais demander à Jennifer, tu es visible sur les réseaux sociaux? Non. Moi, oui. Oui, Rebecca, oui, mais moi, non. Oui. D'accord. Quand vous êtes visible, Rebecca, tu as combien d'abonnés? Je pense que j'ai 580 et quelques abonnés. Il te ramène combien par jour? Rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas visible. Voilà. Ça ne me rapporte rien encore. Rien. Alors, madame, vous avez combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? 187. Il vous ramène combien par jour? Par semaine, environ 50 000. D'accord, ça marche. On n'a qu'à partager. Ça marche. Il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont plus de 100 000 abonnés. Oui, c'est vrai. Et qui font des vidéos tous les jours, des directs tous les jours. Ça ne sert à rien. Parce que vous ne positionnez pas un produit. Vous ne positionnez pas un service. Normalement, quand on est sur les réseaux sociaux et on y vient, c'est pour un travail donné. C'est parce qu'on confond les rôles qu'on vient maintenant faire des vidéos, des fois insipides, qui ne veulent rien donner. Et puis on se dit, je suis visible. Qu'est-ce que vous recherchez? Une notoriété, ça ne rapporte pas de l'argent. En fait, la notoriété sur les réseaux sociaux sans l'argent, c'est rien. C'est ce que vous nous expliquez ce midi. Ça ne vaut pas la peine. Si vous avez un produit, vous le faites. Vous le rendez public, là c'est bon. Il y a des gens aujourd'hui qui postent des données et qui boostent. Oui, booster parce que quoi, vous voulez déclencher maintenant des vues, des abonnés. Ce n'est pas encore une visibilité. On peut avoir, moi je peux le faire en quelques minutes, avoir 100 000 vues. Quelques minutes, je peux le faire, même provoquer les commentaires. Je vais inviter les gens à commenter. On achète des commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça ne garantit pas la visibilité. Vous avez la visibilité quand vous avez réussi maintenant à converger les gens, à convertir ces commentaires en numéros. Ok. Mais comment y arriver alors? Oui, parce que quoi déjà, vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand vous mettez en visuel et vous boostez, il y a tellement de commentaires, les gens existent, mais on a provoqué, on les a amenés à le faire. Ou bien il y a le serveur qui envoie maintenant des messages, vous allez croire que oui, ces gens-là qui sont... Non, c'est le robot qui vous envoie des messages pareils, qui vous montre maintenant que oui, votre produit est bon. Mais commencez pas à leur écrire en inbox. Vous n'aurez pas de réponse par la suite. Ils ne vont pas réagir parce que ça a été provoqué par un serveur. On vous a donné ce que vous voulez, on vous a vendu du rêve. Alors qu'en réalité, quand vous avez déjà 100 000 abonnés, cherchez à discuter avec les gens, à avoir le WhatsApp. Et quand vous commencez par avoir le WhatsApp, vous commencez pas à échanger avec eux, à proposer le produit. Et là, vous êtes sûr de votre visibilité. Une visibilité qui ne donne pas de l'argent, ce n'est pas de la visibilité, c'est de l'amusement. Donc on va demander à nos amis qui sont sur les TikTok et autres, de passer à autre chose carrément. Il y a aussi les gens qui sont les artistes. Oui, ils sont visibles parce que eux, ils vendent leur nom et leur œuvre. Ça marche.
Les influenceurs, ça marche parce qu'ils peuvent vendre des produits. Ils peuvent être intermédiaires entre une marque et puis les clients. Oui. Mais vous, qui avez autant de personnes d'abonnés avec vous, en faites quoi? qu'est-ce que ça vous sert à Les quoi? Et monnaies, on dépasse quoi. maintenant. On dépense de l'argent pour Internet. On perd le courant, on perd le temps. Ça ne vous rapporte absolument rien. Alors, convergez vos idées vers un idéal qui consiste à faire quoi? À vendre un produit. Rapprochez-vous des sociétés qui ont besoin de votre audience pour vendre. Parce que aujourd'hui, Facebook, TikTok paye de l'argent. Sur YouTube, vous tapez maintenant 1000 vues, ça correspond à 0,5 $. Imaginez, 1000 vues, 0,5 $. Si vous faites maintenant 100 000 vues, ça donne combien? Les gens font 20 millions de vues. Ils ont de l'argent sans rien faire de leur maison. Donc, ça part d'abord de ce que vous réalisez, le contenu de votre vidéo. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne quittent pas leur chambre, qui font des vidéos et qui se retrouvent pratiquement chaque fin du mois à 500 $, à 1200 $. Alors que vous avez plus de millions de vues, mais vous ne gagnez rien. Et ce qui me fait encore rire, qui me gêne, certains artistes me mettent maintenant 100 000 vues. Ça ne leur rapporte rien. Et pour avoir cet argent, pour que Facebook te paye de l'argent, TikTok te paye de l'argent, il faut avoir un numéro craqué en Europe. Parce qu'on ne paye jamais en Afrique. Il faut avoir un numéro craqué en Europe. C'est comme beaucoup de jeunes se plaignent du fait que TikTok ne paye pas dans certains pays africains. Mais TikTok paye très bien. Même plus que YouTube. Laissez-moi vous dire, quand une vidéo est bien, TikTok l'épingle lui-même. Oui. Il vous l'épingle. Facebook, quand une vidéo, un contenu est intéressant, vous ne boostez pas, il vous le positionne. Et vous commencez pas à faire de l'argent. Il veut que vous gagnez de l'argent parce que ce sont des droits d'auteur qui sont partagés pour ceux qui alimentent les plateformes. Et quand ce n'est pas intéressant, vous baissez de l'argent pour durer. Donc, on va inviter nos amis à utiliser à bon escient leur visibilité. Quand on a des abonnés, c'est de l'argent. Celui qui a abonné, qui a faim, il n'aurait qu'à quitter les réseaux sociaux. Ou bien, tu as abonné, tu as 100 000 abonnés. Et non, il faut quitter. Et tu n'as rien. Non, faut quitter. Et tu meurs de faim. Va faire autre chose. Va faire autre chose. Quitte les réseaux sociaux. Ou carrément rentabilise. Oui, carrément. Sinon, c'est pas... Alors, Justine, vous avez retenu quelque chose par rapport à ce petit coup-là? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que plus on a d'abonnés, plus on a d'argent. Il faut juste savoir comment rentabiliser cela. Voilà. Merci, Maurice. Comme d'habitude, j'apprends toujours de cette rubrique. C'est une rubrique que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un penchant pour le numérique. Je vais entrepreneur. Je pense que je vais entrepreneur un jour. Il est l'heure à présent donc d'installer le débat du jour. Travailler à côté de ses études est devenu monnaie courante dans la vie. Travailler pour financer ses études relève tantôt d'une nécessité, tantôt du souci de construire son parcours professionnel ou de mettre du beurre dans les épinards pour financer sorties et loisirs. Cette vie sociale participe à la réussite des études. Néanmoins, la concurrence entre job étudiant et études peut rallonger le parcours académique, voire conduire à des décrochages. Job et études, comment trouver le juste milieu? Comment tout simplement y arriver? Avec mes chroniqueurs et mes invités, nous en parlons. Et entre-temps, il nous a rejoint sur ce plateau. Il a adopté un style particulier depuis la semaine dernière. Vous l'auriez constaté, Talagbe Valeransou. Bonjour Rebecca. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous. Je rends grâce à C'est un Dieu. style, on adopte ça, désormais c'est comme ça. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Vous cachez quelque chose, bien Non, vous fuyez ben, quelqu'un. Non, je ne fuis personne, je suis en train de me construire une image. Ah, ça. Non, c'est la visibilité dont on est en train de parler. Alors, Jennifer, tu as dû jobber, comme on le dit, pendant que tu étais encore sur les bancs ou à l'université? Oui. Raconte-nous un peu. À l'université, juste après mon bac, je ne sais pas, j'avais subitement envie d'être indépendante, de gagner de l'argent, mais arrivé qu'à moi, ma petite expérience, c'est qu'on m'a proposé de vendre. Vous savez, il y a ces personnes qui gardent des produits chinois. Et donc, j'étais très, très Et excitée. vous demande de vendre, vous avez une commission Voilà. suivante, d'accord?
Mais malheureusement, je me suis vite découragée parce que c'est ça. En fait, les gens vous font parler. Au finish, ils n'achètent rien. Vous marchez sous le soleil, pardon. Après, j'ai été découragée. Et en même temps, quand j'ai commencé les cours, je n'ai pas pu continuer. Mais après, je me dis, j'aurais dû insister, j'aurais dû forcer parce que forcément, ça permet d'arrondir, je dirais. Mais pendant ce court instant, est-ce que tu as gagné quelque chose? Oui, tu as gagné beaucoup? J'ai gagné parce que j'ai été un peu intelligente, j'ai augmenté les prix. Ah, donc après, on m'a ça, c'est être intelligente, ça. Ok, c'est bien. On m'a donné ma commission et j'ai un peu gagné, c'est ça. D'accord. Boris, dites-nous, vous avez aussi jobé? Petit job pendant les vacances? Non, j'ai un papa rigoureux qui peut te gifler à tout moment. Donc, mais en vacances, comme ma maman vendait bien sûr les tissus, il fallait l'assister. J'ai voulu aussi faire ce qu'elle a fait, spéculer un jour, mais rapidement, une raclée est intervenue. J'ai compris qu'il ne fallait pas le faire. Et puis, j'ai arrêté de... Donc, je me suis concentré sur la vente. Ma maman, c'est pratiquement chez elle que j'ai eu l'envie d'entreprendre parce qu'elle vendait. Je voulais forcément voir. Et c'est là d'où est partie l'idée. Ensuite, ma grand-mère qui était dans les bouteilles, les casiers de... J'ai commencé par quand même la voir aussi. Et je n'ai pas vendu, mais j'ai appris à vendre. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, vous ne me posez pas la question, mais pour la toute petite histoire, moi, je n'aimais pas du tout ça. Mais ma mère, elle est commerçante, elle a fait un peu de tout. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, elle demandait à ce qu'on l'aide pendant les vacances, on doit vendre. C'est même pas... Elle ne négocie même pas avec toi. C'est-à-dire, OK, quand tu as fini de vendre, là, tu vas prendre ta commission, mais ce n'est même pas une négociation à la base. Tu vends ou tu vends. Et je me rappelle que j'avais tellement honte de mettre... Parce que j'ai vendu les arachides, j'ai vendu les beignets, ce qu'on appelle, oui, en promenade. Et je mettais sur la tête, et je vous dis, j'ai vendu les bissap, les jus et autres. À Cotonou, à Calavi. Et puis, je vous dis, hein, quand j'avais la marchandise sur la tête comme ça, j'avais tellement honte. Quand je voyais mes camarades, non, je vais te poser une question. Je fuyais. Je te coupe pas, s'il te plaît. Tu dis quoi pour vendre? Quel est ton cri d'alarme? Non, moi je le criais, mais pas, il ne pas venir. Non, il fallait finir de vendre avant de rentrer. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'évitais les zones où mes camarades pouvaient se trouver et j'allais dans des zones reculées, dans les coins reculés de Calavi là. Et arrivé là-bas, je rentrais même dans des maisons pour demander aux gens de venir acheter. Et à la fin, je finissais de vendre, je rentrais toute souriante. Maman te donne ta commission. Mais je ne veux pas, c'est pas comme si je lui ai demandé. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait... Oui, ça m'a servi parce qu'à la fin des vacances, j'avais beaucoup d'argent. On est allé au marché, je me suis acheté un peu de trucs. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc maman... franchement. Bon, je viens maintenant à Justine. Justine a dit qu'elle a du job et elle a évoqué ça. Elle a dit qu'elle a eu de petits jobs justement quand elle voulait entrer en entrepreneuriat. Parlez-moi un peu de ces jobs. C'était pendant la période, c'était en 2020, pendant la période de Covid. Voilà, de Covid. Et le professeur de notre université, il nous avait appelé pour faire la production de gel hydroalcoolique, le conditionnement de cache-nez, etc. C'était pendant cette période-là que j'ai travaillé. Mais vous avez gagné de l'argent en retour? Oui, j'ai gagné de l'argent. D'accord. Alors, et bien avant cela, quand j'étais à l'université, mon papa faisait des t-shirts. Il fait des t-shirts batik, c'est fait à la teinte. Donc je revendais, oui. À vendre ça avec vos camarades, auprès de vos camarades. Auprès de mes camarades. Et je faisais mes bénéfices. Ah, c'est clair. Comme Jenny fait quoi? Vous augmentez légèrement. De spéculer facilement. Monsieur Talagbe, vous qui aimez tellement l'entrepreneuriat, cette question, je vais vous la poser quand même si je sais bien la réponse. Parce que je suppose que c'est né de quelque part. Même si vous nous avez raconté ici que c'est plutôt né de cette passion, parce que vous avez vu votre père le faire. Oui. Non, il faut jobber hein. Quand tu es étudiant. D'abord, ça prouve que c'est l'un des critères, des prémix pour devenir un entrepreneur accompli. Il faut passer par les petits boulots avant d'arriver au sommet. Et quand tu viens au sommet, tu sauras comment tu vas gérer. Moi, j'ai grandi dans un village, j'ai fait 20 ans dans un village, le village de Dangbo. Donc là-bas, le job premier, là, c'est d'aller labourer la terre pour les autres. Donc, moi, j'étais ouvrier dans les champs. Vous voyez, c'est 650, 400 mètres carrés, tu laboures du matin jusqu'au soir. Si tu ne termines pas, si tu termines en 2 semaines, c'est 650 francs que tu prends. Après, j'ai fait aussi un peu d'aide maçon. Mais bon, c'est une fois, j'ai fait, et puis j'ai failli me casser le dos, là. Au corps, s'il m'a bliqué, j'ai dit, les gars, ils vont me tuer, quoi. Ils me donnent 1000 francs.
Mais sinon, mes jobs, c'est dans le champ. Et après, les petits jobs à Cotonou, j'étais jardinier de maison. J'ai taillé les fleurs à l'arrêt vive, Cathy Jacques et tout. Mais bon, voilà, je me suis placé au bon endroit pour pouvoir avoir ce que je voulais. D'accord. Mais quand je nous écoute, hein, je résume en disant que beaucoup parmi nous, quand même, ont fait ce petit job-là, pas parce qu'on était des nécessiteux, mais on l'a fait juste parce que, bon, moi, on m'avait un peu forcé en griffe. Donc, il y en a quand même, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y en a qui le font parce qu'ils doivent le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, comme M. Talagbe le dit. Mais Boris, revient-il à un enfant de subvenir aux besoins de sa famille et même à ses propres besoins? Bon, ça dépend. Ça dépend parce que si la famille a des difficultés déjà, il est normal que s'il y a une opportunité d'affaires, que le jeune puisse se lancer. Par exemple, ceci, avec le numérique aujourd'hui, des parents qui n'ont pas les moyens de payer maintenant la contribution d'un enfant, il peut se payer cette condition aujourd'hui en faisant le petit job sur le numérique, comme lesquels, par exemple, maintenant, là, vous allez sur le Printify, vous pouvez dessiner seulement une marque, vous laissez ça sur le Printify, les gens voient que la marque est intéressante, on commande plus de 100 000 marques automatiquement à la société et elles veulent vendre, on vous livre vos droits. Vous vous retrouvez banalement à 200 000 francs CFA le mois. À cause d'un seul dessin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut le faire. Mais il ne faut pas que les parents amènent les enfants à quitter leur logis pour aller travailler by force. J'en connais un à Abidjan que lui, on le forçait à vendre toujours les petits gâteaux. Quand il vend jusqu'à 16 h, il voit qu'il n'a pas vendu, il s'assoit quelque part. Comme il a fait, il mange d'abord 6. Oui, ça il prend des forces. À jour, il le fait toujours. Il prend d'abord 6, il se retrouve en énergie, il rentre à la maison. Il dit, je sais qu'on va me frapper. Il dit en portail déjà, il sait que vous allez me frapper. Mais il a déjà mangé. Pour avoir de l'énergie, c'est normal. Donc je pense qu'il n'est pas question que les parents poussent les enfants, les éperonnent pour le dire, sortent de ma maison pour aller vendre. J'en connais qui sont partis. C'est illégal d'ailleurs. C'est illégal pour les enfants. Bon, étudiant aussi, il est enfant. Mais il a dit à l'âge de raison. Il a 18 ans, il est déjà adulte. Oui, il est adulte à 18 ans, oui, c'est vrai. D'accord. Alors, Jennifer, le jeu en vaut-il la chandelle, selon toi? Je pense Jobber, en même temps être étudiant ou élève. C'est un peu compliqué. Quand l'enfant même veut, c'est toujours difficile parce que le droit ne permet pas. Mais là où je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est quand je pars de l'exemple de Boris. Lorsque l'enfant vend, il faut quand même qu'il mange. Il ne va pas se promener toute la journée et se faire tabasser s'il a osé manger. Là, je pense que non. C'est pour ça que Boris le disait, il sait déjà qu'il sera frappé. Les parents, donc, il mange calmement parce qu'il sait de toutes les manières qu'il sera frappé. Non, là, ce n'est pas gentil. Peut-être que les parents lui auraient donné quand même un peu de sous pour qu'il mange en chemin parce qu'il ne va pas se promener toute la journée, revenir et ne rien manger. Là, je ne suis pas d'accord. Si les parents le font, pour lui enseigner la vente, parce que ça peut servir, parfois on manque de boulot, etc. Ça, je ne suis pas contre. Mais lorsque, en ce moment, ça devient de la maltraitance. C'est ça que vous êtes en train de dénoncer. N'est-ce pas? Alors, on a commencé par parler des inconvénients. La plupart du temps, ces enfants, adolescents ou jeunes adultes font des jobs parfois risqués quand même pour leur vie, à savoir être l'assistant d'un conducteur de gros engins ou même des minibus communément appelés Tokpa, vous les voyez, la plupart ils n'ont même pas de siège dans le véhicule. Justine, quand vous voyez ce genre de jeu, vous avez fait de job, mais ce type de job-là, est-ce que vous allez conseiller à vos frères et sœurs? Non, je ne trouve pas ça. C'est un travail risqué. Des fois, il n'y a même pas de place. Il n'y a presque pas de place. Et l'assistant du bus, il est coincé et tout. Non, je ne conseille pas ce genre de travail. D'accord. Monsieur Talagbe? Bon, il sourit donc. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Vous voyez du point de vue des gens qui vivent à Cotonou. Mais quand tu vis à Porto-Novo, vous voyez ce que ça permet de faire à la maison, en moins qu'ils ne soient pas adultes. Bon. C'est pas un événement, quoi. Bon, voilà, c'est pas un truc nouveau, quoi. C'est un truc que tout le monde a fait dans mon village, donc ça n'a rien de neuf chez nous. Même parfois, on s'attache sur une bâchée en haut. Oui, si, on t'attache en haut pour que tu ne tombes pas. Bien sûr, quand on voit les policiers, on te met la bâche. C'est pas du tout recommandé parce que c'est pas du tout. Bon, c'est pas encouragé, mais ça permet quand même de régler d'autres problèmes encore pires.
Par exemple, si ta soeur tombe malade, elle est à la maison, elle n'a pas lu, 3 jours, 4 jours, elle n'est pas allée à l'hôpital, et ça te permet d'aller la soigner. Et il faut voir le problème sous cet angle aussi. Donc tout ce que nous prenons peut-être comme misère, ce n'est peut-être pas une misère, peut-être que Sous d'autres cieux. c'est peut-être le premier d'une salle de classe. Et il a fait ça peut-être 2 semaines pour soulager, voilà. Boris, donc, quelque part, je rejoins M. Boris. D'accord. Alors, Boris, avoir un job s'avère être une nécessité pour certaines personnes. On a commencé par le dire. Dans ce cas, que faut-il faire? Comment trouver le juste milieu, l'équilibre entre tout ça? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai assisté avec certains Chinois, un forum numérique, on était présents, on a passé le temps au Ghana. Donc, au cours de ça, les Chinois ont précisé que là-bas, quand on fait les cours le matin, de 8h à 13h, c'est terminé. Pour permettre à l'enfant d'aller... Voilà, il revient maintenant, il se ressource, il mange un peu, il revient à 15h, 15 à 17h, c'est pour apprendre à monter un téléphone portable, à monter une télé, à monter ci, à monter ça. Parce que quoi, c'est le job qu'on lui apprend de manière formelle, à faire la coiffure, à faire ci, ça. Et quand il monte, c'est ces produits-là qu'ils ont fini de finaliser, qu'on prend pour envoyer en Afrique, qu'on vend pour payer leurs contributions, qu'on prend pour les envoyer en Europe pour apprendre même d'autres technologies. Ce que nous, en Afrique, on n'exploite pas. Et laissez-moi vous dire que la Chine a réussi grâce à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas ce petit Chinois qui ne puisse pas monter en téléphone. Je ne vois pas encore un petit Chinois étudiant. Parce qu'ils ont appris ça dès le bas âge. Mais non, ils n'ont pas appris. Aujourd'hui, vous allez voir aussi, dans les villes, les échangeurs et autres, les Chinois réussissent mieux, même si... Donc, on retient qu'il faut faire des jobs, oui, mais des jobs sérieux. Oui, il faut... Où votre vie n'est pas... Oui, il faut apprendre, mais pas aller sur des étages pour dire qu'un enfant de 17 ans qui est sur un étage, 4 étages, qui est en train de nettoyer, le risque est grand. D'accord. Le risque est grand. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour vos apports. Toujours est-il qu'il faut le faire individuellement. Chacun de nous, on a eu à le faire. Il faut avoir un job. Ça vous permet aussi de rencontrer certaines difficultés de la vie, de savoir comment les affronter. Alors, on installe la toute dernière rubrique. Talagbe Valère Ronceau qui est déjà là en plateau. Je vous donne 5 minutes aujourd'hui. Je retranche donc 2. Nous parlons du poivre et de son potentiel pour notre cher pays, le Bénin. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la production de poivre que beaucoup de personnes consomment chaque jour. Le poivre, c'est l'incombe, voilà. Donc c'est une épice, c'est la deuxième épice la plus chère au monde, après la vanille et le safran. Et ça génère déjà à l'hectare par an, après 5 ans de production, 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Déjà, gardez à l'esprit que pour produire 1 hectare de poivre, on a besoin d'abord d'un tuteur. Parce que le poivre, c'est une plante qui dépend, c'est une liane, c'est une corde. Et pour qu'elle puisse produire, elle doit s'enrouler autour d'un tuteur. Le tuteur peut être vivant ou mort. Au Bénin ici, nous avons la chance d'avoir un tuteur qui s'appelle le sablier ou le bombardier. Je suis allé au Cameroun, qui fait partie de l'un des meilleurs producteurs de poivre au monde. J'ai vu un fermier qui génère 180 millions de francs CFA par an grâce à un monastère allemand. Il est en contrat avec un monastère allemand et il a 6 hectares de poivre. Ça lui fait 30 millions par hectare, fois 6, ça fait 180 millions. Que la récolte soit bonne ou pas, c'est comme ça. Maintenant, au Bénin ici, quel est l'avantage de produire le poivre? Déjà, tout ce que nous consommons au Bénin, c'est d'autres pays. Et aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et tous les agriculteurs du sud Bénin doivent prendre conscience qu'on a seulement besoin de 156 hectares pour produire 500 tonnes de poivre. Parce que si on considère que la moitié des Béninois vont avoir tendance à consommer le poivre, seulement 500 tonnes de poivre par an suffisent pour satisfaire la demande nationale. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de business. Par exemple, le business du soja, il y a des hindous pakistanais qui sont venus au Bénin et qui ont demandé 30 000 tonnes de poivre. Et figurez-vous que le Cameroun, qui fait partie des meilleurs producteurs de poivre, a aujourd'hui des problèmes de tuteurs. Des champignons qui rongent le tronc de leur tuteur et ils sont en train de courir derrière nous, les Béninois, qui venons de commencer parce que eux, ils n'ont pas ce type de tuteur. Donc, je dirais vraiment, ça va vous choquer, mais ce serait la plus grosse erreur de votre jeunesse d'ici 15 ans si vous ne vous lancez pas dans la production de poivre. Aujourd'hui, si vous avez les moyens pour construire une maison ou faire un hectare de poivre, je vous emballe dans ce risque et vous pouvez me lancer un procès après. C'est bon. Voilà. On ne va pas lancer de procès parce qu'on vous croit sur parole. Très rapidement, je vous donne quelques secondes. Oui, je veux seulement dire à madame de devenir un peu folle.
D'accord. Sur les réseaux sociaux, surtout avec ses produits. Jennifer. Merci à tous. J'ai appris de chaque personne. Monsieur Tadagbe. Bon, voilà, moi, ce que je voulais seulement dire, c'est que c'est l'agriculture qui va faire développer ce pays-là. Ce n'est pas autre chose. Et c'est ça, c'est pas le journalisme. Hein? Bon, le journalisme aussi, mais bon. Justine, très rapidement. J'aimerais dire que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut y arriver. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.